Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invitée Gladys Sainte-Rose Fanchine. Elle est éducatrice des jeunes enfants et secrétaire à l'AEJEG, Association des éducateurs de jeunes enfants de Guyane. On va parler bien sûr de la journée nationale de la petite enfance qui aura lieu ce samedi 11 avril à Kourou. Je rappelle que l'entrée est gratuite. Cela concerne tout le monde. On en parle avec notre invité du journal. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Des avancées pour l'outre-mer concernant le projet de loi sur la biodiversité. Les DOM auront chacun un représentant au sein du comité national et au sein de l'Agence française de la biodiversité. Mais certains points noirs restent présents. Au niveau de l'APA, par exemple, l'accès aux ressources et au partage des avantages. La définition même des bénéficiaires de cette APA pose problème. Les textes internationaux parlent de populations autochtones et locales. Mais la France ne reconnaît pas les populations autochtones. Donc nous en arrivons à des définitions qui s'écartent carrément du texte international lui-même pour les populations créoles et pour les populations autochtones, mais qui ne tirent plus leur subsistance de la forêt. Là également, le dispositif ne pourrait pas s'appliquer en l'état. L'autre frein, ce sont les retombées financières en cas de découverte servant par exemple à la cosmétique ou à la pharmaceutique. Ces avantages iraient directement à l'Agence française de la biodiversité et non pas à la Guyane. La loi prévoit que lorsque les retombées sont financières, donc en cas de découverte par exemple, ces retombées financières doivent repartir vers l'Agence française de la biodiversité pour une répartition laquelle on ne sait pas et un retour vers les Outre-mer. Voilà ce que dit le texte, sans plus. Pour Hélène Sirder, il est nécessaire de continuer à se battre et à insister sur l'identité de la biodiversité guyanaise et des DOM, d'autant plus que les ultramarins possèdent à eux seuls 80% de la biodiversité française. Votez pour le logo de votre nouvelle collectivité. C'est le concours que la région Guyane a lancé depuis hier soir. Un appel à propositions avait été lancé durant les mois précédents. Au total, 97 propositions avaient été retenues. Au départ, seuls 3 logos devaient être choisis. Aujourd'hui, face à la multitude de propositions, 5 logos ont été sélectionnés par la commission mixte. Chaque personne peut voter sur le site Logo CT Guyane. En décembre 2015, la région et le département fusionneront pour donner naissance à la collectivité territoriale de Guyane. C'est le peuple guyanais à qui il revient de choisir aujourd'hui le visage de cette étape importante dans le développement du département. L'auteur du logo vainqueur remportera un chèque de 1 000 €. Les 4 autres recevront un chèque de 100 €. Le conseil d'administration de la sécurité sociale alerte les pouvoirs publics sur le caractère nocif de certains produits qui nuisent à la santé des producteurs et des consommateurs. Il s'agit de l'utilisation des produits phytosanitaires. Dans le viseur, les herbicides, fongicides et autres traitements nocifs utilisés dans l'agriculture. En bout de chaîne, comme vous le savez, l'agriculture nourrit donc l'homme en Guyane et donc est responsable forcément de ce qui arrive en bout de chaîne. Et nous avons estimé au niveau donc, de notre conseil d'administration que la santé donc, de nos assurés, tout d'abord et du consommateur tout simplement, était en danger à cause des produits utilisés par certains agriculteurs. Le conseil d'administration de la Caisse générale de sécurité sociale ne demande pas leur interdiction, mais que des campagnes de prévention, de sensibilisation soient effectuées auprès des agriculteurs. À notre niveau, notre saisine, c'est bien l'objet et le cœur même de la demande. C'est-à-dire que nous demandons à l'État et aux services donc, qui sont en charge donc, ce type de contrôle-là, d'aller sur le terrain, de constater, de vérifier, de tout faire de façon à ce que le consommateur soit prévenu, j'allais dire, un, de l'origine du fruit et deux, de la façon dont il a été effectivement traité. Les agriculteurs sont de plus en plus formés au bon usage des produits chimiques, mais certaines pratiques dangereuses sont toujours observées. Le gros problème ici, c'est tout ce qui est mauvaises herbes et tout. C'est très envahissant, on n'a pas de saison, donc on est obligé d'aller à la main quand on peut et quand on ne peut pas, un petit coup d'herbicide. Sinon au niveau des fruits, les fruits souvent on n'en met pas, quoi. Parce que remboutant, par exemple, citron,
n'y a pratiquement pas d'insecticides dessus. En fait. Après, ça dépend des différentes cultures pour l'utilisation des produits, surtout le fongicide, parce qu'en Guyane, il pleut beaucoup et il y a beaucoup de champignons sur les fruits. En 2014, la Sécurité sociale a mené une étude sur la santé de 1000 agriculteurs. Elle sera prochainement rendue publique. Grosse déception pour le monde du handball guyanais. Les équipes seniors de handball du département ne pourront pas participer au tournoi Andy Hill en Guadeloupe. La Ligue de handball n'aura pas, malgré ses efforts, réussi à rassembler les 18 000 € nécessaires au voyage des 36 joueurs participants. Le département, la région et la DGSCS, lors de l'attribution des subventions, vu qu'on avait donné plusieurs projets, ils ont retenu que 3 projets sur 4 et celui de la sélection n'a pas été retenu. Pour la Ligue et les joueurs, c'est une grosse déception. Les garçons vainqueurs l'an dernier de la compétition ne pourront pas défendre leur titre. Le titre, on nous l'avait pas donné, on l'avait eu. On ne défend même pas notre titre. Celui qui aura le titre, il l'aura, mais on ne l'aura pas défendu. Pour les joueurs qui se sont entraînés pendant un certain nombre de mois, et c'est une grosse déception. Hein. Parce qu'on a même au niveau du handball mondial, on est quand même reconnu, puisqu'on est champion du monde. Par rapport à ça, je pense qu'on devrait, plus nous soutenir. Le handball aujourd'hui fait partie des pratiques sportives les plus en vue dans le département. Les équipes guyanaises se distinguent très souvent au niveau national, comme le montrent les filles du Gel d'Art de Kourou, vainqueurs 2 ans de suite du championnat de National 3. Pour l'heure, la déception est grande, mais la demande reste la même. Accorder au handball la possibilité de faire briller le talent guyanais hors du département. De retour sur le plateau du journal avec notre invitée ce soir, Gladys Sainte-Rose-Fanchine. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Vernet. Vous êtes éducatrice des jeunes enfants et secrétaire de l'AEJEG, je rappelle, Association des éducateurs de jeunes enfants de Guyane. Vous organisez donc ce samedi 11 avril la journée nationale de la petite enfance. Juste avant d'en parler, parlez-nous un petit peu de l'AEJEG qui existe quand même depuis 1992. 12, mais elle est restée en sommeil pendant un petit peu de temps, c'est ça ? Elle est restée un petit peu en sommeil. Donc, c'est une association qui regroupe des éducateurs de jeunes enfants, professionnels et étudiants, et qui a pour but premier de leur permettre de se regrouper, de mener des réflexions au niveau de la petite enfance, dans leurs différents champs de compétences, également de mettre en place des actions à destination des familles, des enfants, donc que ce soit des actions d'information ou d'animation. Elle a également pour but de défendre l'intérêt des enfants et également l'intérêt des professionnels. Alors, lorsqu'on parle petite enfance, j'ai reçu souvent, d'ailleurs sur le plateau ici sur ATG, des collaborateurs du Conseil général, parce que la petite enfance, c'est aussi le Conseil général. Vous êtes en étroite collaboration. Comment ça se passe, même si vous êtes association ? Nous, on n'est pas particulièrement liés au Conseil général. D'accord, très bien, c'est ce qu'on voulait savoir. Puisque le Conseil général est principalement présent au niveau des structures d'accueil de petite enfance. Donc, c'est par ce biais-là qu'effectivement, les éducateurs sont liés respectivement en fonction de leur structure au Conseil général. D'accord, très bien. Alors, un secteur méconnu, c'est un secteur pourtant assez large. Dites-nous à peu près, ça concerne qui ? Le secteur de la petite enfance, c'est des professionnels du social, les éducateurs de jeunes enfants, des professionnels du paramédical, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, des professionnels du médical, pédopsychiatres, pédiatres, infirmiers, auxiliaires de périculture, puéricultrices, enfin voilà, la liste est longue. La liste est vraiment longue. Il y aura donc dans cette journée nationale de la petite enfance plusieurs conférences, des débats. On va parler notamment de cette journée un petit peu plus tard, notamment sur le juste milieu de l'éducation de l'enfant. On entend souvent parler de ce fameux enfant roi. J'imagine que vous ne voulez même pas en entendre parler, c'est trop facile. On voit de plus en plus les enfants rois, des parents qui donnent tout aux enfants. On va parler de ça ?
Alors, la conférence débat qui aura lieu le matin à l'école Olive Palmo aura effectivement pour thème de parler de cette question de l'autorité, du cadre, des limites qu'on peut poser à un enfant. Même si on l'a pas vu toute la journée, savoir qu'on peut lui dire non, que ça va pas nous faire être détestés par les enfants, mais au contraire, ça va juste lui montrer qu'on l'aime encore plus en lui disant, voilà, il y a des limites, il y a danger, c'est pour te protéger que je te pose un cadre. Alors, c'est important de le dire. Est-ce que, parce qu'on le voit vraiment souvent, est-ce que c'est une question, à vous qui avez l'expérience, de génération ? À une époque, les parents étaient durs avec nous. On voit ces nouveaux parents, on va dire, qui disent jamais une tape, jamais une fessée. Alors là, la fessée, on peut en parler encore 1000 ans. On déconseille des fois de ne pas donner la fessée. D'ailleurs, il y a un débat là-dessus. Ils voulaient même faire une loi sur ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez, sur la fameuse fessée. Bref, on n'en veut pas à nos parents. Pourtant, l'éducation a été dure. Qu'en pensez-vous ? Je pense surtout qu'il y a peut-être... éventuellement une perte de valeur, puisqu'il y a des valeurs qu'on souhaite transmettre à son enfant, mais on ne souhaite pas les transmettre de la même manière que l'ont fait nos parents. Et c'est peut-être là où, effectivement, pour certaines familles, ça devient difficile. Après, on a aussi cette difficulté d'avoir des jeunes parents, des parents qui n'ont plus forcément les grands-parents qui peuvent les aider comme ça se faisait avant. Donc, il y a un changement de contexte, il y a un changement sociétal qui va faire qu'on aura éventuellement ce phénomène d'enfant roi qui sera plus récurrent. Mais faut pas le généraliser et faut peser le pour et le contre de chaque situation, de chaque famille et de chaque choix éducatif. Et nous, les professionnels de la petite enfance, on est là justement pour accompagner les parents dans leurs choix éducatifs, les conforter dans les choix qu'ils ont faits, leur dire que oui, le choix qu'ils ont fait d'aller vers ce modèle-là plutôt qu'un autre, ça leur convient. Si ça leur convient, que ça va à l'enfant et que ça correspond à leur famille, alors ils n'ont pas de souci à se faire. Vous avez des retours, si vous avez suivi par exemple des parents avec leurs enfants, il y a des gens qui reviennent vous voir pour dire comment ils fonctionnent dorénavant ? Oui, on a des retours, puisque c'est comme ça que dans les structures, vous avez le premier, les familles reviennent vous voir pour le deuxième, pour le troisième, et c'est comme ça que vous passez des fois 3 générations d'enfants, juste parce qu'effectivement, les parents ont apprécié l'accompagnement, ils ont apprécié ce soutien à la parentalité, puisque maintenant on parle de soutien à la parentalité, et les parents reviennent pour nous dire, voilà, ça se passe bien, à l'école il est bien, enfin voilà. Il y a vraiment cette complicité, ce travail de coéducation qui existe entre le parent et le professionnel et qui accompagne l'enfant tout au long de son développement. Alors, question difficile, ils en ont même débattu sur cette fameuse fessée ou pas avec l'enfant. Qu'en pensez-vous aujourd'hui en 2015, vous, éducatrice de jeunes enfants ? J'avoue que sur cette question-là, je mettrais bien Joker. Je peux vous croire, parce que dans certaines situations, en général, on dit ne levez pas la main sur un enfant. En tant qu'éducatrice de jeunes enfants et professionnellement, je devrais vous dire, voilà, on ne lève pas la main sur un enfant. Il y a d'autres solutions, on communique. Et j'avoue que les enfants d'aujourd'hui sont très éveillés, sont très actifs, ils entendent beaucoup de choses, ils comprennent beaucoup de choses. Donc c'est vrai que la communication est un bon moyen de réussir à les raisonner. Après, en tant qu'enfant guyanaise, je vous dirais, j'ai pris 1 ou 2 fessées, ça m'a pas tué. Mais comme je dis, il faut vraiment peser le pour et le contre et tous les avis sont permis, quoi. On est d'accord. Comment réunir parents et enfants autour du jeu ? Pour ceux qui sont parents, ils savent très bien, ils travaillent tout le temps, les enfants sont laissés des fois avec la nounou, des fois comme ça. Prendre le temps de jouer avec ses enfants, j'avoue, pas évident pour les parents qui travaillent beaucoup. Comment on fait ? Pas évident. Et il faut quand même prendre le temps, le week-end. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est jeu pour l'enfant. Donc ça veut dire que même quand vous allez le baigner, le fait de lui dire savonne ton ventre, je savonne tes bras, je savonne ton dos, de mettre une petite chansonnette, d'avoir un petit rituel, c'est un jeu pour l'enfant et c'est une forme, c'est un moyen de jouer avec son enfant. En fait, le jeu, à proprement parler, on pense souvent qu'il faut un objet, qu'il faut un plateau de jeu, comme pour les jeux de société. C'est pas systématiquement ça. Ça peut être vraiment des petits clins d'œil, des petits moments câlins, des petits échanges. À la cuisine, tiens, je te donne, il y a les pommes de terre à éplucher, ou tiens, faut enlever la peau de l'ail. Enfin, je dis n'importe quoi. Ça peut être déboucher le yaourt. Ça peut devenir une forme de jeu et ça peut surtout être un moyen de communiquer avec son enfant et d'échanger avec l'enfant. Parce que finalement, le jeu, c'est surtout ça. C'est surtout échanger avec son enfant. Gladys Sainte-Rose-Fanchine, parlez-nous des filières. Quel parcours pour faire tous les différents métiers? Vous disiez, il n'y a pas que puéricultrice, il y a tellement d'autres métiers. Comment on fait?
Et votre la liste est longue. Votre parcours, par exemple. Alors, pour devenir éducateur de jeunes enfants, Ouais. il faut être titulaire du bac, Oui, n'importe quel bac. très bien. Titulaire du bac. Il faut passer le concours d'entrée pour une école d'éducateurs de jeunes enfants. Donc, il faut déjà réussir un concours. Voilà, en Guyane, il y a une école qui est l'IRDTS, Ouais, à la route de chemin Troubiran. ouais. Et suite au concours d'entrée, il y a 3 ans de formation, alterné stage et théorie. Et au bout des 3 ans, il y a un diplôme, un mémoire professionnel à rédiger, Très bien, combien de pages? 40 pages. Et une fois le diplôme en poche, on peut aller travailler. On peut aller travailler partout. Partout, quand je dis partout, en Guyane, exemple, en France, partout dans le monde. Partout dans le monde. Partout dans le monde. D'accord. Donc l'avantage des différents métiers du social et du paramédical, c'est qu'ils sont internationaux, je dirais. Donc après, il y a différentes filières, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes. Je sais que maintenant, il y a les concours d'entrée qui peuvent se préparer sur la Guyane avant de partir en métropole, puisqu'on n'a pas encore les écoles pour. Effectivement, il y a puéricultrice comme cursus qui demande d'être infirmière dans un premier temps. Donc il y a les 3 ans d'études d'infirmière et ensuite la spécialisation de puéricultrice. Ou bien on peut passer par le cursus de sage-femme et ensuite faire la spécialisation de puéricultrice. Donc effectivement, les chemins il y en a plusieurs, ils sont aussi larges les uns que les autres. Très bien. Et concernant cette journée nationale de la petite enfance, il y a eu à la base donc des jeunes qui sont aussi avec vous dans l'accompagnement. Je pense à Yveline Vilsain, Aline Edvar, Dylan Maximin et Grégory Labo. Quelle collaboration ils ont avec vous? Eh bien, depuis l'année dernière, le département de technique de commercialisation de l'IUT de Kourou, ils ont une antenne sur Cayenne, et bien ils nous accompagnent sur la préparation de cette manifestation. Donc ils nous montrent un peu leur technique en matière de logistique, comment on peut gérer la logistique d'un grand événement comme ça. Ils nous accompagnent sur la communication, donc c'est vraiment un échange à la fois pour eux et à la fois pour nous, puisque eux ça rentre dans le cadre de leur formation scolaire sur leur projet tutoré, mais nous ça nous apporte parce qu'effectivement on a un échange avec des jeunes et on leur permet de découvrir un monde qu'ils connaissent peut-être pas forcément, puisque la petite enfance, comme on le disait au début, est un secteur assez méconnu. D'accord, très bien. Parlons de cette journée, je rappelle, samedi 11 avril à Kourou. Ça se passe où et quand? Et à quelle heure, pardon? Alors, ça se passe à Kourou, à l'école Olive Palmo, à partir de 9h30. D'accord. Il y a un accueil avec buffet. Et ensuite, de 10h à midi, il y a la conférence débat avec un psychologue clinicien sur les limites, le cadre ou l'autorité dans l'éducation de l'enfant. Donc c'est Monsieur Chaplon qui sera le maître de conférence. Et l'après-midi, entre 13h30 et 17h, sur le hall de la médiathèque, donc il y aura différents stands, différentes activités avec différentes associations, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, l'association Roule Galette, la Croix-Rouge qui va tenir un stand, un coin bébé parent, et donc du coup qui pourra présenter en même temps son action. L'espace bébé-maman. Donc voilà, chaque association est présente sur la manifestation, en même temps pour présenter un métier, pour montrer ce qu'est ce métier, et en même temps pour montrer l'impact qu'il peut avoir dans la vie de l'enfant et comment on peut jouer, et quand dans le jeu, comment ces différents métiers peuvent intervenir, ces différentes disciplines peuvent intervenir dans l'éducation de l'enfant. Voilà pour le rendez-vous, je rappelle, samedi 11 avril à Kourou, et ça démarre à partir de 9h30. 9h30, et je vous rappelle que l'entrée est gratuite, cela concerne tout le monde, bien sûr. Gladys Sainte-Rose-Fanchine, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et à samedi. À samedi. Voilà, je rappelle que vous êtes éducatrice de jeunes enfants et secrétaire de l'AEJEG, je rappelle, Association des éducateurs de jeunes enfants de Guyane. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain. Dans quelques instants, le journal de TF1 et juste après, Dom Laquezotte. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.